Il n'y a pas plus grande injure et honte à foutre à un chef de l'État comme il a fait. Ceux qui gouvernent sont au service de ceux qui sont gouvernés. Oui. Il a tout résumé. Il utilise les Saint-Pères pour régler des problèmes. Ah bon? Il y a un conflit au Cameroun depuis 2015-2016 et vous-même, vous n'y avez pas mis les pieds. Le pape a démontré qu'effectivement, il n'y a même pas de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un père doit s'asseoir et appeler ses enfants et leur dire qu'est-ce qu'il y a comme problème? La solution du nord-ouest et le sud-ouest à Yaoundé, le refus de dialogue, le refus d'appeler les enfants à la table, le refus de les écouter, le refus même d'aller vers eux. Valère Bessala, guide du parti Jouvence, démonte pièce par pièce l'instrumentalisation des visites papales par le régime de Yaoundé et taille en pièces le silence coupable d'un chef de l'État qui laisse des Camerounais mourir dans ses propres arrière-cours. Un homme de 93 ans, 70 ans vient vous rappeler vos devoirs. Il y a un problème. Moi, je trouve que c'est une grande honte. Il utilise donc à chaque fois les visites papales pour ses propres intérêts. Le peuple camerounais, et je le dis toujours, est sous une chape d'envoûtement spirituel extrême. Vous insistez? J'insiste, et vous connaissez que c'est mon discours. Yaoundé, Bamenda, Douala, le pape Léon XIV est venu, a vu et a parlé. Pendant 4 jours, du 15 au 18 avril 2026, le souverain pontife a parcouru le triangle national camerounais, sémant sur son passage des mots qui claquent comme des gifles diplomatiques. Au palais de l'unité, devant Paul Biya, il a exigé qu'on brise, je cite, les chaînes de la corruption. À Bamenda, cœur saignant de la crise anglophone, sa seule présence a suffi à faire déposer les armes aux séparatistes. Le temps d'un passage. La leçon n'a pas échappé à Valère Bessala, guide du parti Jouvence. Dans une intervention d'une rare densité analytique, l'homme politique camerounais a décortiqué sans gants ni ménagement ce que cette visite révèle de l'impuissance choisie d'un régime vieux de 43 ans. Moi, je me suis dans une posture où je ne veux pas qu'on déresponsabilise celui qui a toujours prétendu que c'est lui qui devait diriger le pays pendant 44 ans. Si vous voulez me dire aujourd'hui qu'un monsieur qui vient tous les 7 ans, depuis 1996 et avant tous les 5 ans, dire « donnez-moi le pouvoir, je peux », et qu'aujourd'hui vous dites non, ce n'est pas seulement à lui que revient d'établir la paix, et que c'est aussi au peuple camerounais, il y a un problème. Il y a dans les propos de Valère Bessala une entrée en matière qui ressemble à un coup de poing direct à la mâchoire du régime. Le premier griffe est spatial, presque existentiel. Comment se fait-il qu'un pape venu de Rome, d'un autre continent, d'un autre hémisphère, ait posé les pieds dans des zones que le président du Cameroun évite depuis des années comme on évite une rue mal famée? Il y a un conflit au Cameroun, et Soulé l'a dit brillamment, depuis 2015-2016, et vous-même, vous n'y avez pas mis les pieds. Et lui, il vient, il y va. La sentence tombe, simple, sèche, implacable, je dirais. Bessala ne dit pas seulement que Paul Biya est absent. Il souligne que cette absence est un choix actif, un acte politique par omission, dont le pape, lui, refuse de se rendre complice. Ça veut dire en fait que vous, monsieur le président de la République, vous qui avez été élu, vos gens là, vos créatures là, Soulé les a appelés dragons, que vous avez fait naître, élevé et nourri. Vous avez un pouvoir que le peuple vous a donné. Vous êtes au service du peuple, c'est pas l'inverse, c'est pas le peuple qui est à votre service. C'est là la première honte que Bessala diagnostique. Une honte comparée, celle d'un chef de l'État qui, à 93 ans, ne peut ou ne veut plus parcourir son propre territoire national et qui se retrouve dévancé en courage géographique par un pape de 70 ans, étranger au sol camerounais, portant la croix du dialogue là où le père de la nation se refuse à marcher.
Cette image du chef absent n'est pas nouvelle dans le vocabulaire politique camerounais. Mais la visite de Léon XIV lui confère une dimension inédite. Pour la première fois, un tiers, et quel tiers, vient accomplir in situ ce que le palais de Tudi n'a jamais daigné accomplir. Le berger est venu voir ses brebis perdues. Le propriétaire du troupeau lui attendait confortablement dans sa résidence. Valère Bessala. Nous savons très bien que le pouvoir, au-delà de s'arracher, il ne se donne pas à l'élection. Et le peuple qui donne le pouvoir le donne à celui qui lui montre qu'effectivement, il a les capacités de le tenir et de l'exercer. Et donc, le plus important donc pour moi n'est pas le peuple qui donne. Le plus important pour moi est celui qui demande toujours le pouvoir pendant 44 ans. Il l'a toujours demandé parce qu'il estime qu'il est le meilleur de tous. Alors, s'il y a une situation comme celle-là qui perdure, la logique voudrait que monsieur dépose son tablier. Pour dire que je préfère qu'un autre Camerounais vienne continuer ce travail. La paix dans le nord-ouest ou le sud-ouest me dépasse à tout. Aussi simple que ça. Le deuxième registre de la démonstration de Valère Bessala est peut-être le plus dévastateur sur le plan politique. Il touche ici à la nature même du conflit anglophone et à ce que la trêve spontanée observée pendant la visite pontificale révèle de ses ressorts profonds. Les faits sont là, nus, irréfutables. Les groupes armés séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest, ceux-là même que le gouvernement de Yaoundé qualifie de terroristes, ont volontairement suspendu leurs opérations le temps que le Saint-Père foule leur terre. Une trêve non négociée, non signée, non imposée, juste accordée sur parole à l'Église. Un geste de souveraineté morale que personne n'avait sollicité à Yaoundé. Je me souviens, j'ai vu une information passer où il y a eu pratiquement un accord entre ce qu'on appelle, entre guillemets, les séparatistes qui ont juré qu'ils ne feront rien pendant que le pape sera là. Pendant toute la période où le pape sera là. Et ils ont tenu parole. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit juste d'une simple affaire d'écoute. De ce fait brut, l'homme tire une conclusion qui a la brutalité d'une évidence longtemps refusée. Si des hommes en armes peuvent décréter unilatéralement la paix pour accueillir un invité de marque, c'est qu'ils n'ont jamais été des monstres irrationnels, imperméables au dialogue. C'est qu'une autre oreille attentive, une table ronde, une parole de paix adressée à des fils en colère pourrait tout changer. Un père doit s'asseoir et appeler ses enfants et leur dire qu'est-ce qu'il y a comme problème. Alors si ils peuvent dire que nous arrêtons le bruit, le désordre, parce que nous avons un grand invité, alors ils peuvent aussi dire que nous arrêtons le bruit, le désordre, parce que le chef de l'État, qui est notre père à nous tous, a parlé. La logique est imparable. Si les combattants peuvent taire leurs fusils pour un pape, ils peuvent les taire pour un président, à condition que ce président-là daigne les appeler. Or, 43 ans de règne n'ont produit ni cette table, ni cet appel. Voilà ce que la trêve pontificale démontre. La guerre dans les régions anglophones n'est pas une fatalité, elle est une option. On écoute Valère Bessala. Regardez par exemple, quand vous voyez une affaire où le Saint-Père se retrouve dans le nord-ouest et le sud-ouest, j'ai parlé de l'entente tout à l'heure, ou du moins, on va appeler ça entre guillemets, le cessez-le-feu qu'ils ont sifflé pour que le père passe. Je l'ai souvent dit des années de suite, qu'en fait la solution du nord-ouest et le sud-ouest, c'est à Yaoundé. C'est à Yaoundé. C'est ici que l'homme politique enfonce le scalpel au plus profond, loin de se contenter de la posture victimaire habituelle. On ne nous écoute pas, dit-il. Il désigne les architectes conscients du maintien du conflit, l'économie de la guerre. Sa thèse est celle d'un système intégré, d'un écosystème de la guerre rentable où chaque maillon de la chaîne, de la présidence jusqu'au dernier officier supérieur cantonné au nord-ouest, prospère sur le maintien du désordre. Achat d'armes, acheminement de matériel, gestion des vivres,
rotation militaire aux frais de l'État, autant de flux financiers qui entretiennent une classe de profiteurs en uniforme. Le refus de dialogue, le refus d'appeler les enfants à la table, le refus de les écouter, le refus même d'aller vers eux, le fait même de garder toujours les mêmes individus des apparatchiks qui justement entretiennent l'économie de la guerre. Parce qu'ils profitent de la guerre, de la présidence jusqu'au grade de l'officier supérieur là-bas. Vous avez des éléments de preuve. Tous profitent de cette guerre. Il faut acheter des armes, il faut les acheminer, il faut de l'argent pour entretenir les troupes, l'alimentation, et ainsi de suite. Ce n'est pas les plaintes qui manquent. Hein. Ce n'est pas des plaintes qui manquent. Et le ministre de la Défense se bat au quotidien pour effectivement toujours de s'entremettre toujours entre les chefs hiérarchiques et les petits soldats qui justement n'ont pas toujours le viatique quotidien pour pouvoir survivre dans la zone. Mais l'accusation prend un relief particulièrement corrosif quand l'homme politique aborde la question des rotations. Ces soldats, les fils des pauvres, les enfants, des canards boiteux, comme il nous dit, restent déployés en zone de guerre 6, 8, 10 mois sans relève, pendant que les fils des officiers supérieurs obtiennent des postes administratifs, naviguent en mission aux 4 coins du monde. Ils ne connaissent la guerre que par, oui dire, 2 armées dans une, celle qui combat et celle qui profite. Même les rotations, c'est-à-dire qu'on envoie des enfants là-bas pendant 6, 8, 10 mois, alors que notamment ils ne doivent pas mettre un certain temps là-bas et on doit changer. Il y a les fils même de ces officiers supérieurs là qui eux vivent dans les ministères, ils sont déjà des administratifs, ils ont des hauts gradés, ils font en mission un peu partout dans le monde, mais ils ne vont jamais faire la guerre. Donc c'est toujours les fils de canards boiteux qui sont dans l'armée qui font la guerre. Et le ministre de la Défense, on a vu des textes ou des documents qu'il prend et des instructions qu'il donne au front pour qu'effectivement les rotations suivent, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest, que ce soit dans le septentrion. Cette dénonciation de la guerre à 2 vitesses, où le sacrifice est toujours socialement orienté, résonne bien au-delà du seul cas camerounais. Elle touche à un invariant des démocraties fragiles. Les décideurs qui déclarent les guerres n'en assument jamais personnellement le coût humain. Puis vient l'épisode du Palais de l'Unité, ce 15 avril 2026, devant les autorités camerounaises, la société civile et le corps diplomatique réunis. Léon XIV a prononcé des mots qui, dans l'histoire des visites papales au Cameroun, n'ont pas d'équivalent. Il a cité Saint-Augustin. Ceux qui commandent sont au service de ceux qu'il semble commander, a-t-il dit. Il a exhorté à gouverner, c'est écouter réellement les citoyens. Et il a demandé que soient brisées les chaînes de la corruption. Pour Valère Bessala, cette séquence est la plus cinglante des hontes infligées à Paul Biya. Un pontife de 70 ans rappelle au président de 93 ans les fondements élémentaires de l'éthique et du pouvoir. Comme un professeur qui révise les basiques de la République devant un élève récidiviste. On l'écoute. Après on dit qu'en fait, il a rappelé au président un homme de 93 ans. 70 ans vient vous rappeler vos devoirs. Il y a un problème. Moi je trouve que c'est une grande honte. La formule de Valère Bessala est chirurgicale dans sa conclusion. Il y a dans cette asymétrie d'âge quelque chose de symboliquement écrasant. Le cadet donne la leçon à l'aîné. Le visiteur éphémère recadre l'hôte éternel et le tout se passe devant une salle pleine de témoins qui ne peuvent ni applaudir ni sourciller. Le guide du parti Jouvence pointe également la sentence pontificale sur la corruption morale. Il s'en empare et élargit au-delà de la simple captation des ressources publiques. Et la corruption morale est plus dangereuse que toutes les autres corruptions, parce que si dans votre tête vous êtes déjà corrompu, ça veut dire que tout ce que vous allez toucher et faire dans votre vie ne sera que corrompu. C'est le mal à la racine qu'il désigne, celui qui précède et engendre tous les autres. L'homme ne s'arrête pas à la visite de 2026,
Il déroule avec la précision d'un archiviste politique une chronologie édifiante qui donne à l'ensemble une profondeur historique saisissante. 85, Jean-Paul II arrive au Cameroun moins d'un an après la tentative de coup d'État du 6 avril 84 dans un pays que Biya vient de rebaptiser unilatéralement, sans référendum, sans assemblée, République du Cameroun, abandonnant logistique unie qui garantissait l'architecture fédérale. Le pape vient à point nommé pour offrir une bénédiction symbolique à un régime en quête de légitimité. Il venait de transformer beaucoup de choses. Il sortait aussi d'un coup d'État. Tout à fait. Moins d'un an avant. Alors, il fallait il a appelé le Saint-Père, il a dit, bon voilà, on sait ce qui est arrivé. Ça a un peu pacifié les choses. Mais après, je ne parle pas de ce qui va se passer après. 95, Jean-Paul II revient dans un pays que les villes mortes et le multipartisme arraché ont mis à rude épreuve. Biya avait refusé la conférence nationale souveraine, accepté une tripartite au rabais. Une nouvelle fenêtre de grâce pontificale s'ouvre providentiellement. Nous savons aussi qu'il avait, tordu les résolutions de la nouvelle constitution, qui avait fait démissionner, c'était, je parle sous votre contrôle, c'était Tandé Fonkacha, qui avait démissionné de cette commission en 94, parce qu'il a dit, cet esprit de la constitution là, que vous l'avez, Tandé, merci beaucoup pour ça. Cet esprit de la constitution là, c'est pas celui de 61, et il va nous créer des problèmes. Parce que nous parlons de la crise dans le nord-est et le sud-ouest. Il a claqué la porte. Mais il appelait d'ailleurs mon son homonyme, c'est comme ça qu'il appelait Saint-Paul, la petite histoire. Au pape Jean-Paul II. Il est venu en 1995. Il fallait nettoyer cela parce que les Camerounais sont chrétiens majoritairement à 60 ou 65%. Vous voyez? 2009, Benoît XVI débarque à Yaoundé dans la foulée des émeutes de 2008. Ce soulèvement populaire contre la cherté de la vie et contre la révision constitutionnelle qui vient de supprimer la limitation des mandats présidentiels. Le bilan humain de ces émeutes se compte en dizaines de morts. Le pape arrive. Le calme revient. 2009, il a appelé Benoît XVI. Nous sortons de quoi? Des grèves de la faim. 2008. Vous voyez, il règle toujours un problème. Il apporte le sang pour régler un problème. Mais quand vous réglez un problème, c'est pour lui-même. Les grèves de la faim. Le Saint-Père arrive en 2009, on en sort des grèves de la faim, ainsi de suite. Il vient aussi de changer la Constitution. Le 6-2. Le 6-2. Le verrou vient de faire sauter le verrou. Il amène le Saint-Père et on a oublié tout. 2026, Léon XIV pose le pied sur le tarmac de Simalène quelques jours après la promulgation de la nouvelle constitution qui institue un vice-président nommé par le chef de l'État, sujet de vives tensions politiques. La séquence est identique, la mécanique est rodée. Valère Bessala. Regardez encore ce Saint-Père qui est venu. En 2026. 2026, le Saint-Père a annoncé pour le 15, le 14, Biya a promulgué sa nouvelle constitution qui instaure son vice-premier ministre, son vice-président. Et c'est passé. Et c'est passé, puisque tous les Camerounais, on a les yeux, tous les Camerounais, il a les yeux sur le Saint-Père arrive. Alléluia. Vous voyez, il utilise donc à chaque fois les visites papales pour ses propres intérêts. La grille de lecture de Bessala n'est pas celle d'un complotiste. C'est celle d'un observateur qui lit les coïncidences politiques avec les yeux d'un historien. Et ce qu'il voit ressemble moins à une série de hasards qu'à un patronage institutionnalisé. L'Église comme pare-feu du régime. 1985, Jean-Paul II arrive. Il a aidé Paul Biya à faire oublier 1984, la crise et tout, la RUC qu'il avait supprimée. 86, l'Agnos, 1800 morts. Un an après, Jean-Paul II. C'est lui qui les tue. Je dis bien que... J'ai suivi mon propos. 1800 morts. 1995, Jean-Paul II est venu nettoyer toutes ses affaires de constitution et tout, les villes et tout, et ainsi de suite. Vous avez eu quoi? 96 ou 97, c'était quoi? Il y avait eu les 98, un SAM, voilà, très bien. Et alors, il y avait même, le Mont Cameroun. Vous savez, pour l'écoulement du Mont Cameroun. Vous en souvenez? Ouais. Très bien. Mais 2026 n'est pas 1985 et Léon XIV n'est pas Jean-Paul II. Valère Bessala l'admet d'emblée avec une franchise qui lui fait honneur. Il était sceptique. Vous voyez, je me disais, il vient faire comme les autres.
C'est-à-dire Jean-Paul II, pontifié Paul Biya avec tout son régime. Et je me disais, Tu l'as oublié. bon voilà. Oui, on peut le dire, mais je dis, avec lui, j'ai été sceptique. Vous voyez? Puis l'homme est arrivé et quelque chose a changé dans l'air. Ce n'est pas tant ce qu'il a dit que la manière dont il l'a dit. Ce regard direct, ce sourire en coin légèrement ironique, cette façon expéditive de balayer le protocole pour aller à l'essentiel. À Bamenda, comme à Douala, ses discours et tout, comment il a progressé. Et même en écoutant derrière les murs, les conclaves avec les évêques, j'ai compris que c'est un monsieur, c'est un Américain, il est resté américain. C'est-à-dire un homme vrai. Un homme qui va straight to the goal. Dans la bouche de Valère Bessala, la métaphore est précise. L'Américain ne se laisse pas instrumentaliser. Il ne vient pas jouer le rôle qu'on lui a écrit. Et en effet, Léon XIV n'a pas suivi le script. Au lieu de couvrir de son manteau blanc les entorses à la démocratie, il a dit la vérité. Au lieu de sanctifier le pouvoir en place, il est allé à Bamenda, là où le sang coule encore, là où des familles vivent, déplacées depuis 10 ans, pour libérer une colombe et appeler à la réconciliation nationale. Valère Bessala y voit un éveil de conscience, une opération de désenvoûtement, car sa thèse, répétée depuis des années, assumée comme une signature intellectuelle, est que le peuple camerounais vit sous une chape d'envoûtement spirituel qui le paralyse, qui l'empêche de voir ce qui est pourtant sous ses yeux. Le peuple camerounais, et je le dis toujours, est sous une chape d'envoûtement spirituel extrême. Vous insistez. J'insiste, et vous connaissez que c'est mon discours. Et qui nous envoûte? Écoutez, je le dis, est sous une chape d'envoûtement spirituel extrême. Même le président de la République, je crois que son fils est là. Il souffre même de cela. Qui souffre? Ses collaborateurs, dans des pratiques occultes extrêmes, même sur le chef, pour l'empêcher de faire certaines choses. Est-ce que vous n'exagérez pas là? Dites ce que vous voulez, j'assume ce que je dis. Est-ce que... Et si un pape, en 4 jours, parvient à lever quelque chose de ce voile, à rendre visible l'invisible, à nommer l'indicible, alors cette visite aura eu une valeur que nulle cérémonie protocolaire ne pourra effacer. Mais le Saint-Père allait sur un terrain, c'est désenvoûter les Camerounais. Cet éveil de conscience. Il a fait cet éveil de conscience que nous faisons depuis. Il nous a aidé énormément. Énormément. Et c'est pour cela que je pense que ce qui va se passer sera le contraire que de ce que Jean-Paul II, par 2 fois, Bénédicte XVI, par 1 fois, ont eu à rendre comme service à Paul Biya. La sortie de Valère Bessala ne restera peut-être pas dans les anthologies de l'éloquence académique. Elle ne prétend pas à l'élégance des tribunes du Monde ou du Figaro. Elle est tranchante, rigoureuse, incarnée, portée par la voix d'un homme qui parle à des Camerounais ordinaires dans leur langue politique quotidienne. Mais dans ce dépouillement même réside sa force. L'administrateur civil fait ce que font les meilleurs commentateurs politiques. Il y rend intelligible ce que tout le monde ressent sans savoir le nommer. Oui, quelque chose s'est passé lors de cette visite papale qui dépasse la liturgie et le protocole. Quelque chose d'une scène fondatrice où un père de l'Église venu de l'autre bout du monde a osé dire au père de la nation ce que les fils n'osent plus lui dire. Et la honte, au fond, n'est pas seulement celle de Paul Biya, elle est celle de tout un système, une classe politique, une administration, une élite militaire qui a collectivement décidé qu'un conflit entretenu valait mieux qu'une paix négociée. Parce que la guerre nourrit, parce que le chaos protège les arrangements, parce que la paix, elle, obligerait à rendre des comptes. Léon XIV est reparti le 18 avril 2026. La colombe qu'il a libérée à Bamenda a fui vers un ciel dont personne ne sait encore s'il est prêt à la recevoir.
Mais la question qu'il a posée devant un palais, devant des micros, devant l'histoire est désormais sans fond de retour. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Merci.